voilà, un petit mot sur ce qui va donc nous intéresser aujourd'hui. Alors, le fond, c'est parmi les 1000 sujets que se pose Euroméditerranée en tant qu'aménageur urbain, en tant qu'aménageur public. Il y a notamment celui-là, évidemment, il y a celui sur l'aménagement des espaces publics. Et puis, on a, voilà, au fil des échanges, et notamment de ces derniers mois, il y a un certain nombre de questions, y compris parce que Euroméditerranée mène un projet d'urbanisme transitoire qui s'appelle MOVE, sur lequel on viendra petit à petit. Voilà, se pose cette question des espaces publics, notamment, qui sont voilà, transitoires. Quelle est la différence entre le transitoire, le permanent? Est-ce que les frontières ne sont pas forcément en train de s'effacer? Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont mises sur la table à partir de ces questions. Et donc, au fond, on a pris un petit peu au sérieux cette histoire-là en se disant, OK, ça serait quoi un petit projet, un premier projet qui durait 3-4 mois? Et donc, on a lancé un peu avant Noël en disant, OK, allons explorer un petit peu tout ce qui bouge, les nouvelles approches, les nouvelles méthodes, les nouvelles pratiques urbaines dans la ville qui font que peut-être les choses sont un peu en train de changer, et qu'est-ce qu'on aurait peut-être envie de faire, de porter, de tester. Et donc voilà, et donc ce petit projet qu'on a appelé Usage public, qui se déroule donc en ce moment et dont la première saison se terminera, on va dire, en mars-avril. Voilà, elle consiste à partir de là, à la fois partir de ce que porte déjà Euroméditerranée, et il y a un certain nombre de choses déjà en cours. Il y a parmi les choses assez intéressantes, il y a le concours d'innovation Made Innovant, qui est le concours annuel porté par Euroméditerranée, où cette année, le sujet était la co-conception de la ville. Donc, il y a un certain nombre d'appels d'air qui a été fait. Voilà, donc on part de l'existant. On est parti aussi, et là le webinaire au fond s'inscrit pleinement là-dedans, d'aller explorer un certain nombre d'autres méthodes issues d'autres disciplines. Et puis, voilà, on vous le redira, mais pour nous, l'idée, c'est que c'est juste une étape, et on aimerait dans les mois, voire années à venir, essayer de continuer à monter en charge, impulser du projet, pourquoi pas de l'expérimentation. Donc voilà, pour nous, c'est un peu la saison 1, et on espère que courant 2022, voire 2023, on pourra aller un petit peu plus loin. Pour commencer à rentrer dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on vous montre rapidement un peu une boussole qui nous éclaire pas mal dans toutes ces questions. Euh, Notamment autour de la veille. C'est voilà, quand on parle de co-conception urbaine, de concertation, de quoi on parle? Donc on a cette petite échelle qui nous aime bien. Et puis parmi les grosses questions qu'on a mis en pâture à nos 3 intervenants, qu'Elsa va présenter rapidement maintenant, il y avait un peu ces 3-là qui sont un peu centrales, qui sont bon, au fond, si on s'intéresse à la place des usagers, c'est quoi les apports concrètement? Parce que voilà, pour un aménageur, pour une ville, une métropole, il y a déjà pas mal de choses à faire. Alors si on rentre un peu plus dans le sérieux sur la question des démarches centrées usagers, au fond, qu'est-ce que ça nous apporte? Quel type de méthodes peuvent nous permettre d'y arriver? Et puis, en termes de posture, qu'est-ce que ça change? Parce que ça va changer pas mal de choses dans les rapports entre acteurs publics d'une part, et puis si on parle disons-le, de maîtrise d'usage un peu sérieusement, les postures vont peut-être être amenées à changer. Donc c'est ça aussi qu'on a besoin de mieux comprendre, et de mieux mettre sur la table aujourd'hui avec vous. Voilà rapidement pour un petit peu les inspirations qui nous amènent aujourd'hui. Elsa, je te passe la parole pour nous raconter le menu du Merci. jour, et puis on rentre Donc, dans le dur. effectivement. Merci Renaud. Pour le menu du jour, très rapidement, donc une première partie de ce webinaire est consacrée donc aux différents retours d'expérience et témoignages donc de nos 3 intervenants de ce webinaire, avec pour commencer Joséphine Combe, designer chez l'agence d'ingénierie générale Vraiment Vraiment. Puis ensuite, nous aurons Stéphane Malek, cofondateur de l'agence d'urbanisme Nono. Ces 2 intervenants vont nous donner leur retour d'expérience du point de vue concepteur d'espace public, mais pas que. Et enfin, nous terminerons avec donc un acteur public de la ville de Grenoble, avec Franck Herré, responsable du service espace public et citoyenneté de la ville de Grenoble.
Dans un deuxième temps, nous aurons donc un temps d'échange. Je vais tout de suite donner la parole à Joséphine Combe vraiment pour vous partager, pour qu'elle puisse vous partager donc, ses retours d'expérience. Joséphine, je te laisse la main. Normalement, tu peux partager. Merci. Tu as 15 minutes et je me permettrai au bout de 12 minutes de signaler le temps pour que tu sois au mieux dans ton témoignage. Très bien. Merci Elsa, merci Renaud. Est-ce que vous voyez bien mon écran en plein écran? On le voit, mais pas en plein écran. Ouais, c'est un 4/5 d'écran, ou un 3/4 d'écran. C'est pas idéal. Attendez, je repartage juste dans ce cas-là tout mon écran. Ah. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Oui. Super. Parfait. Et bien c'est parti. Je vais aussi lancer un chrono de mon côté pour voilà. Bonjour à tous. Donc je suis Joséphine Combe, je suis designer pour l'agence de design d'intérêt général Vraiment. Alors Vraiment, c'est une agence franco-belge. On fait du design de politique publique. Et on travaille donc enfin pour vous donner une idée, on travaille à 80% pour des acteurs publics et à 20% pour des associations et notamment des acteurs privés de la fabrique de la ville. La constitution de notre équipe, c'est des designers, mais pas que, parce qu'en fait, on est convaincu que les changements de comportement, les transformations, ça peut s'accompagner par le design, bien sûr, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on a des profils, dans le designer, on a des profils à nos côtés pour nous accompagner, qui sont de profils sciences politiques, sciences comportementales, graphisme, architecture, mais on a aussi des collègues qui sont passés tout simplement par la fonction publique. Et dans ce contexte, donc on travaille à la fois pour des sujets de transformation dans l'éducation, dans la santé, mais une grande partie de notre travail, c'est du travail sur l'urbain, sur le design d'espaces publics ou d'équipements publics. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu plus en particulier de notre travail d'assistance à maîtrise d'usage et un petit peu vous partager un peu nos méthodes et certains de nos outils. Donc, on aime bien partager qu'est-ce que l'assistance à maîtrise d'usage sous forme un petit peu de ce schéma-là, pour vraiment mettre l'AMU donc, sous forme le présenter sous forme d'une courroie de transmission entre les usagers, donc la maîtrise d'usage, et les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre. Et nous, on est là au milieu, et notre travail, en fait, il va être à la fois avec les usagers, mais c'est aussi un dialogue ouvert avec les aménageurs. On travaille avec des EPA, avec des SEM, avec des différents promoteurs, mais aussi avec les architectes, où chacun a son cahier des charges côté MOA, MOE. Mais nous, on vient affiner des programmations, on vient proposer des scénarios d'usage qui font remonter en fait la maîtrise d'usage à leur niveau. Et donc, sans plus attendre, je vais vous parler un petit peu de comment on fait ça sur le terrain. Et je pense que il est 9h20, c'est le bon moment de parler viennoiserie, et que notre première méthode, c'est l'immersion. Alors je pense que c'est pas forcément nouveau, mais en tout cas, aller voir sur le terrain, écouter les usagers sur le terrain, c'est notre première méthode pour en fait confirmer des enjeux qui ont pu être identifiés, vérifier des enjeux qui ont pu être identifiés pour un projet, de manière générale. C'est aller à l'écoute des usagers, et surtout, c'est hyper important pour nous parce que c'est le moment où on va venir identifier des forces vives et des acteurs locaux qui pourront vraiment faire partie dans la suite d'une phase de préfiguration, d'action dans le cadre d'urbanisme transitoire. C'est ces moments où en fait on construit ce qu'on appelle nous un annuaire de communauté, qui est en fait notre petit carnet d'adresses des forces vives du territoire.
Et je parlais de viennoiserie parce qu'en fait, l'outil principal quand même de l'immersion, ça reste le café et les chouquettes. Et c'est très sérieux, le vélo chouquette est une vraie méthode, vraiment, vraiment. Parce que l'air de rien, quand on va à la rencontre des gens, on est là pour les écouter, mais aussi on est là pour informer sur un projet d'aménagement. Et c'est hyper important de mettre en place des conditions de convivialité. Et que ce soit, voilà, on n'est pas tout le temps dans des salles pour pouvoir être à côté d'une machine à café. Donc on fait un peu l'effort de pouvoir emmener ces outils de convivialité jusque-là, par exemple, sur des marchés un samedi matin à 8 heures, pour pouvoir capter un petit peu une grande variété d'usagers. L'immersion, à part les chouquettes, on a d'autres outils. Alors, je vais en présenter certains. On a une partie de nos outils qui sert en fait à vulgariser des outils existants, qui sont des outils qui sont plutôt confisqués un peu on va dire par les ingénieurs, par les sachants. Par exemple, ici, on est sur une coupe de voirie. Les coupes de voirie, c'est pas des outils qui sont mis facilement dans les mains des habitants, par exemple. Et, alors qu'au final, c'est des outils techniques, mais on n'est pas tant sur des questions techniques que sur des questions d'usage. Je m'explique. Par exemple, la largeur d'un trottoir, il y a des normes, il y a des techniques qui sont acquises, qui sont que, par exemple, on a 1,40 m de circulation pour les PMR. Mais en fait, dans la pratique, quand on se confronte aux usagers, quand on se confronte au terrain, c'est 1,40 m. Quand on est en circulation, par exemple, une personne en fauteuil roulant avec un chien, un parent qui tient 2 enfants par la main, 1,40 m, ça suffit plus. Et c'est en fait en allant avec ce genre d'outils que nous, qu'on démocratise, ben, on arrive un petit peu à retirer des informations du terrain qu'on n'aurait jamais véritablement eu autrement. Et en fait, tous ces outils, l'idée principale, c'est essayer de parler le même langage tous ensemble. Et là, par exemple, on est sur un projet de rénovation de 480 logements dans Paris. On travaille avec des architectes. Et en fait, les architectes, ils ont leur plan, ils ont leur langage, voilà, R+2, mur porteur, voilà, qui sont un langage qui ne parle pas forcément aux habitants. Et donc, nous, on vient là un petit peu en facilitateur, en quelque sorte, en traducteur, où on fait des outils. Là, on est sur une maquette amovible pour que les habitants puissent nous parler véritablement d'aménagement de leur logement et d'aménagement futur de leur logement. Parce que c'est beaucoup plus facile de montrer, voilà, en fait, la cuisine, il faut qu'elle soit ouverte de ce côté-là, parce qu'en fait, pour telle et telle et telle raison. Les outils aussi, on porte une attention particulière à ce qu'ils soient un peu ciblés suivant les publics, et notamment les publics jeunesse, qui sont des publics qui sont hyper éloignés de la fabrique de la ville. On ne demande pas à un enfant comment il imagine vivre demain dans la ville, et c'est hyper important de capter ce genre de public et de ne pas les oublier. Et donc là, on est sur des projets assez opérationnels, disons, mais on arrive aussi, enfin, en immersion ou en début de phase de conception, à proposer des outils qui sont un petit peu plus imaginaires, disons, un peu plus prospectifs, qui viennent, en fait, on fait des ateliers futuristiques autour de, par exemple, le futur du parc national des Cévennes. Donc, en 2070, ça peut paraître un peu loin, un petit peu, c'est des questions qui sont un petit peu qui peuvent paraître un peu hors sol, même si les enjeux ils sont contemporains de écologie, transition, climat. Mais nous, on apporte des outils pour que ça permet de catalyser un petit peu la discussion. Donc, on fait des ateliers autour de maquettes, on amène des outils et tout. Mais ensuite, on essaie toujours de faire atterrir ça de manière un peu plus opérationnelle. Et là, par exemple, on a fait une exposition avec toutes les maquettes. Et surtout, on a demandé à chaque groupe de travailler sur un scénario oral. Tous les scénarios ont été enregistrés sous forme de podcast. Et vraiment, il y avait un message à garder de ce genre d'atelier, de concertation. Et donc, donc, on est sur une première méthode d'immersion, voire début de conception en discussion directe avec les habitants ou les usagers. Et en fait, tout ça, ça nous permet de développer des scénarios d'usage. Et c'est vraiment ça
qui, ces scénarios d'usage, alimentent le travail des architectes et ou qui vient affiner la programmation des maîtres d'ouvrage. Parce que à ce moment-là, il n'y a pas parfois il n'y a pas encore de maître d'œuvre, ça peut être tout simplement des notes programmatiques. Après, notre travail pourrait s'arrêter là. Voilà, on est sur des sortes de recommandations véritablement fondées sur le terrain. Mais en tout cas, dans nos projets, on va plus loin. On va à la méthode d'après, qui est la méthode de prototypage. Donc, en gros, ces scénarios d'usage, qui peuvent aussi parfois être des programmes d'action, on propose des programmes d'action, on vient les prototyper. Et typiquement, le prototypage, c'est l'étape suivante pour véritablement affiner une programmation, des scénarios. On teste, on évalue, on regarde comment ça vit. Là, voilà, c'était programmation, c'est une note programmatique pour tous les collèges du Val d'Oise. Et on avait un collège qui allait partir en rénovation, un collège pilote. On est venu tester des choses avec les élèves. J'ai aussi un exemple de prototypage de quai pour navettes autonomes. Donc voilà, c'est à la fois des équipements, on applique ça à la fois sur des équipements publics, mais aussi sur des aménagements urbains. Venir tester de la signalétique. La signalétique, c'est quand même un sujet qui peut être très tendu entre voilà, les communes, les différents acteurs, les différentes collectivités. Ça peut être vraiment un casse-tête. Et typiquement, le prototypage, c'est la méthode qui rassure, certes, mais qui surtout est très porteuse pour la suite. Alors, Renaud a commencé à introduire la notion d'urbanisme transitoire, et c'est vrai que dans notre prototypage, dans nos méthodes de prototypage, on a aussi toute une partie qui est préfigurer de nouveaux usages sous forme de programmes d'action où on va venir activer des lieux. Ça peut être des lieux typiquement dans des tout nouveaux quartiers, venir tester des choses pour voir comment peuvent vivre ces nouveaux quartiers et influer sur les équipements futurs. Et je pense que je vais ma partie sur l'assistance à la maîtrise d'usage, je vais terminer sur cet exemple. On est à Bruxelles ici. On est devant un hangar productif, donc avec plusieurs entreprises, des artisans qui travaillent. Et la grosse question de ce quartier, c'était comment faire cohabiter des fonctions productives au sein d'un quartier habitant. Et notre action zéro, un peu notre action test de préfiguration, ça a été de notamment proposer un atelier vélo qui en fait qui a été co-construit avec une entreprise de cyclo-logistique et qui, le mercredi après-midi, était mise à disposition des habitants. Et en fait, c'est comme ça, on commence à faire des liens et ça nous permet en fait de vraiment prouver que certaines choses peuvent marcher et que d'autres non. Et pour terminer, je vois qu'il reste 3 minutes. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur la co-conception en elle-même. Et comment nous, on voit ça chez Vraiment, genre comment est-ce qu'on conçoit et avec qui, parce que clairement, c'est des questionnements qui sont inhérents à notre pratique et qu'on re-questionne tout le temps. Et pour que la co-conception, et on a toujours dans cette idée que la co-conception, il faut que ce soit un levier d'appropriation des espaces, des équipements. Donc comme je l'ai dit dans l'immersion, déjà la co-conception, pour nous, ça commence déjà par écouter les usagers. Déjà, c'est un premier pas, je ne reviens pas forcément dessus plus en détail. Mais surtout, ce qui nous importe beaucoup et qu'on a relevé être vraiment opérationnel, c'est écouter les agents. On travaille beaucoup avec les agents sur nos projets parce que tout simplement, les usagers, ils vont, comme je disais, confirmer des enjeux de territoire. Ils vont vérifier des enjeux de territoire, mais les agents, c'est eux qui vont véritablement nous diriger vers les enjeux qui vont être les plus actionnables, les plus plausibles, les plus opérationnels. Pareil quand on parle plutôt de co-construction, donc véritablement, parce que c'est pas une partie que j'ai beaucoup développée, mais j'ai on fait beaucoup de mobilier pour les espaces publics. Et en fait, dès la co-conception, on intègre à nos réflexions les agents, parce qu'en fait, c'est la seule manière, littéralement, je vais le dire comme ça, d'avoir des
des aménagements pérennes que les villes et les communes sauront prendre en main, parce que nous, on n'est pas éternel sur le territoire. Et typiquement, l'idée suivante, c'est assez important de jauger les compétences communales, est-ce qu'on est sur une grosse équipe des services techniques ou pas, quels sont leurs moyens, et ne pas livrer un mobilier juste avec une notice, on fait des notices, hein, mais d'être en vrai très proactif sur les modes de gestion de futur de ce qu'on propose. Alors, co-construire avec les usagers, on le fait aussi, mais encore une fois, l'idée, c'est pas juste de faire de la co-conception, de la co-construction un peu pour cocher une case voilà, on a fait ça avec les habitants, chouette, ça fait de la jolie com, mais c'est d'être vraiment, encore une fois, opérationnel. Et là, par exemple, on a travaillé avec des collégiens pour le projet du Collège du Futur, mais on est allé travailler avec la classe de SECPA, parce qu'en fait, ils savent travailler déjà avec des outils, et eux, on a travaillé la co-construction avec eux, et après le reste du collège, on organisait des événements, des matchs de foot, des trucs, et c'est ça qui est, je pense, la place centrale des usagers dans la co-conception, disons, si je peux dire, des espaces, notamment les espaces publics, c'est l'activation. Et parce qu'en fait, pour qu'un aménagement perdure, fasse preuve de sa valeur et de sa perspicacité, faut qu'il soit utilisé, faut qu'il y ait une vraie activation. Et c'est là qu'est le cœur de la co-conception. Nous, on l'a vraiment avec les forces vives du territoire, réfléchir à comment on va activer les aménagements. Et je vois ça fait 15 minutes, donc je vais m'arrêter là. Une petite phrase pour conclure, Joséphine, ou tu t'arrêtes là comme tu le souhaites? Je vais m'arrêter là, et en tout cas, je serais ravie de discuter un petit peu de tout ça avec vous, parce que je pense que, peut-être que vous apprenez des choses de votre côté, mais je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre de notre côté. Merci à tous. Merci Joséphine. Alors, est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de ce témoignage que vous pouvez écrire dans le chat, ou tout simplement intervenir à l'oral? On a 5 petites minutes. Ils peuvent aussi être gardés pour la fin, comme vous préférez. Mes excuses, j'ai cliqué sur me déconnecter au lieu du partage. Merci à tous, à tout à l'heure. Sympa, Joséphine. Oui, je suis disponible pour toute question, et puis hop, je me casse. D'accord. C'est fini. Moi, je voudrais bien que tu reviennes sur comme on a un peu discuté en amont, qu'on a préparé, sur cette question un peu de qu'est-ce qui peut être co-conçu avec les usagers et qu'est-ce qui, au fond, ne peut pas l'être. C'est-à-dire, il y avait un peu cette distinction entre la co-conception. Des fois, au fond, ça se fait juste avec des agents et ça se fait juste avec des experts, et au fond, c'est pas un problème. Donc, et voilà, et derrière ça, il y a un petit peu cette question, je pense, sous-jacente, c'est à un moment donné, est-ce qu'il y a des phases, est-ce que l'usager doit être associé tout du long? Alors évidemment, qui sont ces usagers? Avec un grand U, on peut se poser la question, mais voilà, je voudrais bien que tu reviennes là-dessus. Et quand tu parles des agents, c'est-à-dire d'impliquer des agents, c'est aussi intéressant peut-être que tu nous dises un peu à quel niveau c'est les agents. Est-ce que justement c'est plutôt le gardien des espaces verts, ou c'est plutôt le chef des services des espaces verts? Enfin, voilà, si tu as des exemples un petit peu, ça, je pense que c'est des questions pour un aménageur qui sont quotidiennes. Ok, alors pour la partie co-conception avec les usagers, nous, on va toujours vraiment se poser la question, quelle est la valeur ajoutée si on prévoit un atelier co-conception, une réflexion avec les habitants, quelle est vraiment la valeur ajoutée? En quoi ça nous amène quelque part où on ne peut pas aller tout seul? Ça, c'est une première chose. Et accepter, en effet, et ça, je pense que c'est quelque chose où c'est peut-être là aussi que les mentalités sont en train de changer, c'est accepter que oui, l'habitant, l'usager n'est pas celui qui doit tenir obligatoirement le crayon, et c'est pas grave, parce qu'en fait, les questions, elles sont plus importantes. La question est plus importante de poser la question de l'usage que de poser la question d'un habitant, genre, est-ce que vous le voulez rouge ou bleu? Et c'est là aussi où il faut être. Je pense que quand on conçoit nos ateliers,
c'est vraiment là de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut en retirer de leur expertise, en fait, d'usager? En quoi c'est eux les experts et qu'est-ce qu'ils nous apportent à nous qui ne le sont pas sur certains sujets? Et par exemple, quand je parle des enfants et de la fabrique de la ville, la créativité des enfants, nous, on l'a pas forcément. Donc eux, on va aller les chercher, on va faire des ateliers. Voilà, allez, je donne un exemple. Atelier marquage au sol, on fait des grands dessins à la craie dans toute la cour pour que nous, ensuite, on regarde, on prend des photos, on regarde des trucs qui sont chouettes. Et nous, après, on retravaille derrière ce qui a été fait parce qu'on ne peut pas demander à des enfants de dessiner selon certaines contraintes voilà, de forme, et donc de pochoir, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, aller vraiment chercher les usagers pour ce dont ils sont les experts et accepter qu'on garde le crayon. On garde quand même le crayon du dessin. Et sinon, pour impliquer les agents, alors nous, on est très proche dans nos projets plutôt d'agents de terrain. En fait, on a souvent un homologue côté client. Par exemple, quand on travaille avec des collectivités, on a souvent un homologue chef de projet dans des services, donc service voirie, service cadre de vie, enfin, ça dépend vraiment. Alors, il y a un truc qui, je trouve, qui est encore à craquer, c'est que nous, on veut vraiment travailler plus souvent avec les agents vraiment de terrain. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller parler avec le gars qui change les sacs poubelles, en gros. Parce que c'est lui qui va véritablement avoir un vrai cahier des charges opérationnel sur la conception d'un mobilier. Mais c'est vrai que c'est, notamment quand on travaille dans le public, il y a quand même encore la hiérarchie et on devra quand même toujours faire valider certains principes avant d'arriver à une co-conception avec des agences de terrain. Et parfois, ce pont qui passe par des responsables, enfin, les responsables, ils sont souvent là pour être plus dans des instances de comité de pilotage, voilà, on décide de choses, mais ils ont parfois un peu le mal à lâcher la main en se disant, OK, bah, pour ce qui est question de la forme et de l'usage, vous verrez ça avec les agents de terrain. Et c'est vrai que parfois, on a un petit peu du mal à se dire non, à dire clairement, genre, non, on voudrait juste des agents de terrain à ces ateliers. Et on veut pas de responsables, et on veut pas d'élus. Voilà. Mhm. Je sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais on Il pourra y en a, discuter après. il y a plein d'éléments. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question sur le chat d'Aude, Aude, donc qui est pour la métropole. Question ici aussi en salle. Ah, d'accord, une question. Vous entendez? Bonjour, c'est Anaïs qui pose la question. Moi, c'est deux questions assez pragmatiques. La première, c'est sur l'immersion ou les usagers, quand vous les citez. Comment vous faites quand c'est des quartiers où il n'y a pas encore beaucoup d'usagers, où les usagers c'est des quartiers en transformation, donc c'est ce qui nous concerne beaucoup. Comment est-ce qu'on fait à qui on s'adresse, pour les usagers comme pour les agents, parce que ce sont des quartiers dans lesquels les équipes de terrain n'existaient pas encore, puisqu'on est en train de les créer. Et la deuxième question, c'est sur, quand tout à l'heure vous avez précisé que vous donnez lieu à des recommandations et que l'objectif c'était que les recommandations viennent soit alimenter un programme, soit après s'inscrire dans la conception des maîtres d'œuvre. Dans les étapes assez réglementées de la fabrique de la ville à laquelle on est astreint en tant qu'aménageur public. Comment vous l'inscrivez dans le temps long, notamment dans la phase amont d'alimentation d'un programme? Comment on va parler avec les usagers sur quelque chose qui relève d'un programme qui est encore assez qui est vague pour quand on n'a pas des coupes ou des maquettes à réaliser, donc dans cette phase-là, et inversement après si c'est au niveau de la phase de conception avec les maîtres d'œuvre, comment du coup on fait modifier le programme du maître d'ouvrage. Quelle latitude on peut avoir en tant que maître d'ouvrage dans les documents que l'on produit de contractuels, puisqu'après on est quand même avec des contrats, avec des maîtres d'œuvre, il y a eu des consultations sur des programmes, on est soumis à des règles de la commande publique assez strictes à ce niveau-là. Comment est-ce que vous avez vu des expériences qui fonctionnaient bien, de cadre contractuel qui donnait assez de latitude tout en étant assez précis pour que ça fonctionne, quoi. Oui, c'est très clair, hein. Il n'y a pas de problème.
Alors, pour la première chose, alors, la partie immersion sur des projets où on n'a pas encore forcément les usagers futurs, ça arrive assez souvent. Et alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a à la fois tout notre travail sur nos autres projets où on a des usagers qui influent qui influent ce type de projet-là, parce qu'en fait, c'est des méthodes c'est notamment des méthodes, des scénarios d'usage, des programmes d'action qui, en fait, on développe sur d'autres projets où il y a des usagers qui sont déjà là. En fait, c'est un apprentissage. Et donc là, c'est le côté expérience qu'on peut infuser dans ces projets-là. Après, voilà, il y a toujours des solutions de rencontres, même s'ils ne sont pas encore là, il y aura des gens qui seront là, et même si ce n'est pas exactement ce public-là qui, par exemple, habitera dans ce bâtiment, on peut avoir parfois des profils déjà d'usagers et aller travailler. Par exemple, je donne l'exemple des résidences étudiantes. En fait, les étudiants, il y en a. Ce ne sera pas forcément eux qui habiteront dans le bâtiment, mais les étudiants, on peut travailler avec des étudiants pour réfléchir une programmation. Et la question que je trouve hyper intéressante, donc c'est sur donc en fait comment est-ce qu'on s'inscrit aux différentes phases d'un projet d'aménagement. Alors nous déjà on s'inscrit souvent dès la phase de candidature et d'offre, typiquement pour avoir une offre qui prend en compte déjà des méthodes qui sont des méthodes de préfiguration, de prototypage. Voilà. S'inscrire dans le temps long, ça peut être aussi, voilà, quand si le projet inclut une démarche d'urbanisme transitoire, là, on sait qu'on a aussi une marge de manœuvre sur le temps long. Et pour la question de modifier le programme, encore une fois, c'est des choses où ça va sur la manière dont on cadre en fait ces projets-là. Et c'est là que nous, on travaille un petit peu, on joue un petit peu des coudes avec certains architectes sur certains projets, parce que parfois, on est obligé de poser les points sur la table et de leur dire non, ça, on ne programme pas. Alors ça, c'est pas programmé, ça sera programmé pendant une phase de préfiguration, pendant une phase d'urbanisme transitoire. Et donc, c'est la peur du vide, la peur du non programmé. C'est une fausse peur parce qu'en fait, c'est pas du non-programme. C'est un programme qui va être programmé selon une méthode de préfiguration. Et ça, petit à petit, on arrive à l'impliquer sur des projets. Et on arrive même à des moments à dire aux architectes, OK, vous avez votre projet, les murs, ils sont là, très bien. Ne faites pas plus. On fera la suite des travaux seulement en fonction des usages et de ce que ça a, des véritables besoins des usages. Et donc là, voilà, c'est vraiment comment, dès le début des projets, on se laisse des marges qui sont des marges d'action sur des sujets comme ça. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que j'ai dit, mais peut-être que dans la discussion après, on pourra en reparler, mais je pense que oui, en effet, c'est central dans les réflexions d'aménagement. C'est clair, les débats qu'on a ici, c'est du coup, on réagissait dans la salle pendant que vous parliez. La problématique après, c'est les budgets. C'est comment est-ce qu'on tient un budget, comment est-ce qu'on s'assure qu'on va pouvoir financer ce qui sera le delta à mettre au point ultérieurement. C'est des vraies problématiques des ouvrages privés et publics. Voilà, publics nous concernant, mais pour les privés aussi. Ça veut dire qu'il faut réserver une enveloppe destinée justement à cette part flexible. C'est ça. Voilà. Mais il y a, enfin, je veux dire, on soutire une enveloppe de fait et on la met de côté pour justement l'égrener davantage dans le temps sur différents types d'aménagement. Et le plus souvent, enfin, si c'est possible, en plus, c'est d'élaborer ce genre de projet, de budget par phase et de pouvoir réajuster, enfin, souvent un peu de clause de revoyure, pouvoir réajuster les budgets pour certaines phases suivantes. C'est d'autant mieux, mais nous, on réfléchit parfois aussi, quand on répond à des offres, à aussi que cette part de budget est aussi une certaine symbolique qui résonne avec le projet. Par exemple, peut-être qu'on va parler des 1% de la préfiguration. Voilà, où on va venir allouer, on se dit qu'on alloue 1% du projet à
à cette partie flexible qui répondra véritablement aux usages qui seront testés pendant une phase d'urbanisme transitoire ou pendant les premières phases de projet. Merci Joséphine. Ce que je vous propose, c'est de garder justement ces questions de budget, et je vois également de process dans le chat, de maîtrise d'usage de bout en bout, peut-être à la fin, parce que ça va concerner tous nos intervenants, et passer à l'intervention de Stéphane Malek de chez Monono. Si c'est bon pour toi, Stéphane, également, et Joséphine. Ça marche. Stéphane, tu es parmi nous, tu nous entends? C'est bon? J'apparais. Oui. Super. Je te laisse donc partager ton écran, et je me permettrai au bout de 12 minutes de te signaler qu'on a 12 minutes. Et je te laisse la main pour le reste, pour présenter ton travail au sein de l'agence Monono. Ok. Alors, évidemment. Tac. Évidemment. Alors nous, c'est l'agence Monono. Le temps que j'arrive à faire ça, on est une agence, on est composé d'urbanistes, de paysagistes, et on s'est fondé moi je suis urbaniste, par un collègue paysagiste et une collègue ethnologue. On travaille vraiment sur la question on a commencé à travailler sur la question de l'intégration des sciences sociales dans les process un peu plus complexes de production et de fabrique de l'espace public. Et de plus en plus, on travaille là maintenant sur les processus de fabrique des espaces publics, sur les processus de fabrique des politiques publiques d'espace public, sur les questions de conduite de projet, de stratégie, de programmation d'espace public, et vraiment de plus en plus, parce que ça a évolué, mais je vais vraiment pas faire l'historique sur les questions de méthode, en fait, qui vont de la phase de conduite, de mise en place d'une conduite de projet, en passant par la programmation, et presque de l'assistance à maîtrise d'œuvre, d'une certaine façon, dans des projets en régie, de mise en œuvre de projets d'espace public. Alors, oui, pardon, j'ai oublié non, d'ouvrir ça. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais partager mon écran et je vais mettre ça. Vous voyez, c'est bon? Oui, on voit. Si tu sais mettre en plein écran, et ce sera au top. Bon. Parfait. Donc, je vais développer. Alors, il fallait que je développe un peu un mini cadre de réflexion, plus des exemples, j'en ai pris 2 évidemment, plus une volonté d'ouvrir un peu le capot, et tout ça en un quart d'heure. Donc, et puis des fois, j'ai une propension à la digression. Et ça, c'est pas bon dans les cadres un peu comme cela. Donc, je vais essayer de faire attention, mais je vais développer un aspect juste particulier. Je vais pas faire un peu tout le champ de peut-être de l'action et de la réflexion qu'on a sur la question de la co-construction, de la maîtrise d'usage, etc. Mais je vais juste développer le point qui est un point qui est en cours qui est en cours de bouleversement d'une certaine façon. La notion d'expérimentation portée dans le cadre de la fabrique des espaces publics, sachant que c'est des réflexions qui sont justement aussi en cours de réflexion chez nous, chez moi et chez beaucoup de monde. Donc c'est l'état d'une réflexion à un moment donné que je vais essayer d'illustrer en allant aussi dans l'illustration sur des choses peut-être un peu plus difficiles, et des choses, des projets sur lesquels on est réalisé, avec lesquels on pourrait avoir un regard critique que je vais m'efforcer de me dédoubler pour l'avoir. Donc là, le point de départ un peu que je voulais prendre, c'était celui d'un contexte de complexification, d'une certaine façon, de la fabrique des espaces publics, et de se dire que dire qu'on passe d'une fabrique des espaces publics, d'une culture assez ingénérale de la fabrique de l'espace public, de voirie, etc., au fait de mettre les usages au cœur du process, c'est pas juste rajouter un acteur, en fait, c'est bouleverser l'ensemble du processus. Et ça, c'est le début, en fait, des choses que je voudrais juste faire passer. C'est qu'on est dans un contexte de complexification et c'est bien, de par la mise en avant des usages au centre du projet, mais que ça bouleverse à la fois les jeux d'acteurs, ça bouleverse les thématiques, ça bouleverse les compétences, et ça nous invite à bouleverser nos postures et nos modes de faire.
dans un contexte concret, puisque c'était évoqué, de fabrique d'espace public qui ressemble à celui-ci, que je ne vais évidemment pas développer, mais c'est pour dire, mais ça vous le connaissez plus ou moins par cœur. La fabrique d'espace public, c'est un processus qui est très normé, qui est phasé, qui prend du temps, entre le moment où on a une idée, d'où qu'elle vienne, et le moment où on inaugure un projet. Il se passe 5, 6 ans, etc. On a des phases de contractualisation, d'AMO, de programmation, de phase de maîtrise d'œuvre, etc. Pour le dire plus simplement, c'est ça. Process, pour reprendre ma frise de façon un peu plus simple, on a une vision qui vient d'un maire, de Dieu, des élus, des habitants, enfin peu importe, et on rentre après dans un phasage, grosso modo, AMO, programmation, conception, chantier, livraison, et ensuite, une fois que c'est livré, on a coupé le cordon, et puis la faune, la flore, etc., tout se développe, on a des animations, des appropriations. L'usage, il s'altère, il s'use, etc. Et puis, jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle vision, et puis ainsi de suite. Le principe d'expérimentation, en gros, pour le dire très simplement, c'est un peu celui-ci, c'est de se dire comment tout ce qui est dans une vision un peu traditionnelle d'une fabrique normée de l'espace, tout ce qui vient après la livraison, en fait, comment on peut l'inscrire dans le processus, encore une fois, dans un cadre qui est normé. Donc ça, c'est un peu la base très simple de la réflexion. Sachant que les processus d'expérimentation, tels qu'on les voit fleurir depuis une dizaine, une quinzaine, voire plus, mais là encore, je ne vais pas développer. Donc, c'est ce que vous voyez en jaune-orange. On les a des fois en préfiguration de la livraison. On les a des fois dans enclenchement d'une démarche, un peu ce qui vient d'être présenté. On a un peu vu les deux cas de figure. Et l'idée, c'est aussi de se dire, finalement, est-ce que l'expérimentation, ce n'est pas juste une expérimentation comme une étape d'un projet qui aurait, ce qui est très bien, hein, qui aurait, et ce que je vais d'ailleurs vous montrer, l'implication spatiale de l'expérimentation nous permettrait de faire évoluer, d'enclencher ou d'anticiper ou de combler l'attente d'un projet dans des processus longs. C'est-à-dire, finalement, l'expérimentation, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui renouvelle d'une certaine façon l'ensemble de la conduite de projet? Et donc, ça peut être se dire que finalement, la fabrique de l'espace public, c'est toujours renouveler une vision étape par étape par la livraison de quelque chose et par l'appropriation des différents acteurs usagers du projet. Donc, se dire, est-ce que finalement, cette notion d'expérimentation, au lieu de la cantonner à une étape d'un processus normé, est-ce que ce n'est pas finalement l'ensemble de la conduite de projet qu'il s'agirait d'expérimenter? Donc ça demande évidemment de se mettre autour de la table, je ne vais pas développer, d'ancrer de sortir d'une expérimentation comme quelque chose, comme quelque chose en vase clos, quoi, de se dire l'expérimentation, c'est pendant 6 mois sur quelque chose. Enfin, c'est vraiment comment l'ancrer dans une dynamique globale, et ça, on le verra un peu par ailleurs, et de se dire qu'en fait, cette vision d'une expérimentation comme renouvellement de la conduite de projet, elle implique donc une stratégie globale et repenser vraiment le rôle de l'expérimentation, ses objectifs, ses enjeux, et pas juste faire plaisir sur un moment donné, et aussi les questions de posture et de relations interservices, de bouleversement des compétences, des directions et de travail en commun au sein des collectivités. Aussi quelques idées comme se dire qu'une expérimentation, des fois, ça se passe pas toujours, ça peut engendrer du conflit et que le conflit n'est pas forcément quelque chose de négatif, que la conflictualité dans le champ de la production de l'espace public, c'est même quelque chose d'inhérent à ça. Et à un moment, il faut aussi qu'on se dise que ça fait partie du jeu et que s'il n'y en a pas, en fait, c'est qu'il y a aussi peut-être un problème. Il faut sortir d'une vision aussi formaliste de l'expérimentation. Donc, une vision formaliste, c'est se dire, j'ai une vision, je l'expérimente spatialement et après je la pérennise. Et de se dire que finalement, une vision de l'expérimentation, c'est aussi un renouvellement du champ de la co-conception entre les élus, les programmes, les producteurs d'espace, les architectes, les habitants évidemment et les gestionnaires, tout ce qui a aussi été développé par ailleurs, donc je ne vais pas le reprendre. Et sortir vraiment d'une finalité qui est purement spatiale et
d'un des dangers, enfin, en tout cas, des dérives, en tout cas, d'après moi, d'une expérimentation qui devient un effet vitrine. On a souvent dans l'espace public, on a souvent le grand champ des projets d'espace public vitrine, les grands projets, etc., qui sont là pour illustrer un mandat. J'ai quand même l'impression que ça arrive de plus en plus, quoi. Chacun maintenant a besoin de son expérimentation et se dire que finalement, il y a un travail qui est un travail de l'ombre, qui est lourd en fait, et qu'il faut et que c'est aussi là-dedans, dans le renouvellement des pratiques, qu'il s'agit d'expérimenter. Je prends un premier exemple qui était à l'origine de la réflexion que vous avez vu là très, très rapidement brossée. Projet d'aménagement de place à Nantes et qui reprend vraiment le premier champ, en fait. Donc là, de l'expérimentation, mais vous allez voir, on est sur une grande place, la place Viarme, dans le nord de Nantes. Une grande partie, c'est un parking, un tramway qui passe, et là, il y a un mail qui est planté avec une rue très commerçante. Je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail et d'aller... donc nous, on avait une mission qui était de co-concevoir, préfigurer, tout ça, l'évolution de la place et les aménagements de la rue, qui est la rue des Hauts-Pavés, qui est ici. La commande, elle a tout de suite été un peu réduite. Je vous parlais d'esprit conflictuel, c'est que donc à la base de la base, il y avait une idée de réfléchir sur un périmètre élargi, mais c'est déjà un peu flou sur toute la place. Puis finalement, au début de la mission, on s'est dit on va juste travailler sur la rue, qui est très commerçante, et sur le mail qui reçoit aussi toutes les semaines une brocante. Finalement, le parking, on oublie parce que c'est compliqué, ça sera une autre phase du projet. Donc voilà, ça c'était juste pour vous donner une ambiance, une place très, très, très minérale, place très importante du stationnement, de l'emprise automobile, avec une réflexion qui va nécessairement poser sur cette question, encore une fois dans un cadre très commerçant. Donc voilà, donc le calendrier tel qu'on l'a prévu, un diagnostic, une immersion, etc., un projet de co-conception de l'expérimentation à travers des ateliers, un événement de lancement qui ancre sur place le projet dans sa durée, je vais y revenir, des chantiers de mise en œuvre d'une préfiguration sur le mail et sur la rue, une évaluation de ce travail, et suite à ça, une restitution finale avec des scénarios, etc. Et enclencher une vision globale du secteur avec, à la base, et c'est comme ça que ça a été présenté, un engagement des élus sur, au-delà suite à ce projet, voilà, on aura une vision, on inscrira ça au PPI de la prochaine mandature parce qu'on arrivait en 2020 assez rapidement, on était en 2019, et donc voilà, on s'engage sur un réaménagement de place. Donc l'événement de lancement, c'était suite au diagnostic. Je ne vais pas revenir sur le diagnostic, mais ça, on pourrait en faire une heure complète. C'est comment on inscrit, parce que ça renvoie à ce qui a été dit aussi, comment on inscrit des méthodes plutôt issues des sciences sociales sans faire une thèse à chaque projet, dans un cadre temporel qui est celui du projet urbain et dans un cadre aussi financier qui est celui de prix jour de prestataire. Ça pourrait faire, on pourrait vraiment en discuter parce que c'est très intéressant, comment on travaille sur de l'observation sans faire de l'esbrouf en restant un peu scientifiquement valable, mais bon, mais ce n'est pas l'objet. Donc là, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait construit déjà une première estrade qui était un peu le support mais qui est encore d'ailleurs, donc 3 ans après, mais qui était un premier support de changement de vision de la place et aussi avoir le panneau, avoir un support de médiation, de publicisation de la démarche qui est en train de se faire. Donc comment on diffuse l'information sur tout le processus. Et ça nous a permis aussi de rencontrer les premiers acteurs. Directement, les premières tensions, expérimentation comme objet conflictuel. Donc là, il est marqué saloperie de gaucho à gauche, ce qui peut aussi renvoyer à... C'était assez intéressant, ça renvoie à évidemment aussi une vision de ce genre de projet, et son ancrage social dans des contextes qui peuvent être différents, etc. Et puis surtout, la question des commerçants qui sont tout de suite montés sur le créneau avec évidemment le discours. Donc c'est un projet qui n'était pas écrit mais qui est déjà plié d'avance. Il va y avoir une piétonisation du secteur et notre activité repose sur la présence de l'automobile. Donc ce qui s'est passé, c'est que
On avait été voir les commerçants un à un, on a essayé, etc., de débloquer ça, mais ce qui a le plus marché, c'est lors des ateliers, je ne reprends pas le processus, mais lors des ateliers un peu de réflexion autour de la place et de la rue, c'était vraiment de mettre en relation les commerçants, les différents acteurs avec les usagers, avec leurs clients actuels ou potentiels, et de se dire, bah oui, bon, finalement, on est dans un cadre contraint. Moi, je suis piéton, je suis la cliente de votre boulangerie. J'ai besoin de marcher, on peut pas repousser les immeubles, comment on fait, le boulanger qui explique, enfin voilà, aussi de travailler à travers des médias. Donc là aussi, nous, on reprend pas mal un peu la spatialisation par maquette, etc. Parce que dans l'espace public, en tout cas dans un tissu hérité, il n'y a pas de solution, quoi. On est sur des espaces ultra contraints en termes d'usage, de désir, etc. Comment on fait concrètement, si on veut garder les stationnements, les vélos, les poussettes, les assises, la végétalisation, etc. Comment on se met autour de la table là-dessus? Donc, il y a eu vraiment ce travail de plusieurs ateliers avec les commerçants, enfin, en mélangeant vraiment tous les groupes, les primos arrivant dans la concertation et dans le quartier, les vieux briscards de la concertation et du quartier, etc., et les commerçants, etc., de se mettre autour de la table et comment on règle des solutions. Pour info, Bah, Stéphane, on est à peu près à 12-13 minutes. Ok. Ok. Bon, alors les ateliers. Ensuite, il y a la phase d'expérimentation à proprement parler. Donc, suite à ça, il y a eu toutes les négociations, le processus et l'activation réellement du mail et de la place. Il y a tout le travail avec les services que j'évoque pas, mais que je voulais évoquer dans le deuxième exemple sur l'activation de la place. Le travail des habitants dans le chantier, parce qu'on avait une question sur les espaces verts. Là aussi, on aurait pu en discuter. C'était on devait avoir une implication des habitants qui concernait vraiment l'arrosage et l'entretien des espaces verts. Deuxième cas de conflictualité, j'en ai pas parlé, il y a eu la brocante. Donc la brocante, il y a eu un gros travail avec eux pour insérer le mobilier dans le champ de leur installation, qui sont des choses qui sont aussi très, très, très normées, qui s'héritent, etc. Mais donc on a eu ce travail de conflit avec les brocanteurs que je ne développe pas, mais qui s'est finalement bien réglé parce qu'on a inséré les choses dans les installations dans leur plan. Et puis, donc le travail d'évaluation, de changement des pratiques, des usages, comment ça s'évolue. Donc là, comment ça s'évalue. Donc là, pendant 3 mois, on a refait un travail d'observation dans les changements à la fois des pratiques, des quotidiennetés, des temporalités, mais aussi on a vu qu'il y avait un changement de la posture du corps sur cette place qui avait évolué. Donc, je vous fais passer des photos. Et puis finalement, le travail avec la brocante, qui part aussi par l'exemple, qui a complètement été accepté finalement avec une appropriation par les brocanteurs du mobilier. Et voilà. Et donc un changement d'une certaine façon de la place, de sa pratique, de sa quotidienneté. Une évaluation qui s'est faite aussi avec les participants lors des phases. Donc on avait créé un groupe WhatsApp, on les avait formés à l'observation et on avait un groupe d'évaluation du projet où ils mettaient sur WhatsApp un peu leurs observations, etc. Et donc une restitution de l'ensemble de la démarche. Là, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, donc enfin en tout cas un certain engouement avec un certain nombre d'habitants, et puis finalement, une place qui n'est pas rentrée dans le PPI, son réaménagement de la mandature suivante, comme ça avait été annoncé, et une situation qui reste actuellement figée. Donc là, qui va être repris, le mobilier va être repris par un lycée technique, mais finalement, un manque de portage, notamment des élus, suite à la démarche dont on pourra parler après, mais qui a été vraiment, qui montre en fait d'une certaine façon toute l'énergie qu'on peut mettre avec des objectifs dans des démarches comme celle-ci, mais l'importance, si ce n'est pas inscrit dans une vision, dans des engagements, dans des budgets, comme ça a été rapproché, comme ça a été évoqué, d'une certaine façon, quelque chose qui se délite. Nous, on part à ce moment-là, donc on n'a plus de prise, et puis de toute façon, ce n'est pas notre boulot, mais d'une certaine façon, ça pose quand même cette question de l'engagement à plus long terme. Et puis en fait, j'avais un deuxième exemple qui devait présenter un peu le contraire, qui était comment on s'inscrit dans un réaménagement de place. Donc là, on est à Rouen, mais alors je vais, bon, pareil, mais de se dire, là en fait, c'est sur 4 ans, sur un projet phasé, où c'est un parking qu'on transforme en place traversante et piétonnière, avec un travail avec les habitants, un budget
qui est déjà prévu à la base et qui va sur 4 ans et qui est censé aller vers une transformation de la place année après année avec des moyens très très réduits, une implication très très forte des services. Et nous, on a plus un rôle de chef d'orchestre en fait de l'expérimentation. Ça veut dire qu'on est en interne à la relation entre la métropole de Rouen et la ville, qui est la ville de Sotteville de Rouen. Et là, c'est juste un tableau pour vous dire que là, notre boulot, il est plus dans l'expérimentation, dans la conduite de projet, à la fois dans la gestion du budget sur les 4 ans, l'évolution, des trucs très concrets sur comment on travaille avec les services espaces verts sur la palette végétale, le rôle de la palette végétale. On les accompagne sur le chantier, mais on les accompagne, en fait, ce n'est pas nous qui faisons le chantier. On fait les dessins, on fait les commandes, mais on travaille vraiment, donc là c'est toujours avec le service espace vert, etc., sur l'accompagnement du chantier. On fait évoluer l'espace, donc là on est à la fin de la première phase, et en fait on rentre dans une démarche qui est très souple, qui est ce qu'on fait, ça peut évoluer, on a le même budget pour l'année prochaine, on continuera à faire des petites reprises de voirie, ce qu'on a préfiguré sur la chaussée, on le fera évoluer, etc. Bon, bref, voilà, c'était une démarche qui illustre le deuxième pan de ce que je voulais expliquer sur l'expérimentation. Et puis voilà, comme je le pressentais, j'étais trop long, je suis désolé. C'est pas grave, merci Stéphane. Effectivement, je pense on rejoint un petit peu aussi les questions avec Joséphine. C'est une question effectivement sur l'identification et avec qui on travaille du côté des gestionnaires de la ville. Donc peut-être, je te laisserai terminer là-dessus sur les personnes avec qui tu travailles, peut-être à Rouen, du côté gestionnaire. Est-ce que c'est finalement, est-ce que tu rencontres aussi les mêmes problématiques que Joséphine vis-à-vis de la hiérarchie, etc., ou c'est quand même assez bien identifié dans ce projet-là sur ce dernier exemple? Non, bah en fait, c'est l'objet plutôt de la chose. Donc, c'est dans le cadre d'un accord cadre avec quand même, on en est à la 4e année. Donc, c'est des acteurs qu'on connaît très bien au sein de la métropole et ça joue énormément en fait. C'est qu'il y a 3 ans derrière de familiarité, de connaissances, etc. On est au sein de la métropole. Il y a la question des services déconcentrés de la métropole sur le terrain, les pôles de proximité, qu'on connaît aussi par ailleurs. Là, l'acteur qui est nouveau, c'est celui de la commune. C'est une des 70 communes de la métropole. Mais en fait, le temps, c'est un projet qui a mis 1 an à se mettre en œuvre d'un point de vue humain, organisationnel et de conduite de projet, et 3 mois en termes de fabrique concrète, d'une certaine façon. Donc, ce temps vraiment là de la familiarité avec les acteurs et notamment, voilà, notamment les services techniques de terrain, espaces verts, propreté, services voirie, qu'il est nécessaire d'inclure parce que c'est eux qui entretiennent, c'est eux qui réalisent là aussi dans le cas, parce qu'on est vraiment sur des aménagements en régie. Et en fait, qu'il faut. On ne parle pas le même langage en fait. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre le quotidien de ce que c'est que la gestion et l'entretien de l'espace public avec eux et à travers eux pour mettre en place l'expérimentation. Mais du coup, en termes de temps, le résultat concret, c'est rien dans l'échelle du processus de fabrique de l'expérimentation. Voilà, c'était la question ou... Oui, je te remercie. J'en profite pour également poser une question qui est dans le chat de Mme Liscos, à part si elle souhaite peut-être la poser directement sur les démarches de co-conception. Bon, je vois qu'il y a Mélanie ici également qui... Bonjour, excusez-moi, j'avais mon micro qui était coupé. Vous avez assez répondu, ma question c'est celle-ci, mais vous y avez répondu, peut-être qu'une précision. Je vous demandais comment vous avez mis en place des éléments précis dans vos démarches de co-construction pour réduire le risque d'une expérimentation qui se termine en expérimentation vitrine et puis qui ne se pérennise pas dans la durée. Et voilà, donc ça, c'était ma question. Mais derrière, peut-être aussi une question assez technique, parce que quand on est du côté maîtrise d'ouvrage, c'est un peu un casse-tête dans l'univers des marchés, quand on n'est pas juriste de formation, de pouvoir impliquer des agences comme les vôtres, qui, vous venez de le dire très bien, non pas à un moment, vous intervenez centralement, mais ensuite, après, c'est une intervention qui peut être très ponctuelle, mais dans la durée, à des bonnes phases.
comment anticiper ça et comment pouvoir continuer un partenariat dans les cadres juridiques qui existent? Alors, je vous la pose à vous, mais peut-être à d'autres personnes hein, qui sont plus formées dans l'auditoire. Merci. Merci. Je vais répondre par des exemples. Je ne peux absolument pas répondre avec certitude à l'ensemble hein, des questions, mais je vais reprendre l'exemple de Nantes là, de la place, puisqu'on est dans le cas de figure que vous évoquez oui, d'une pétrification d'une certaine façon de l'expérimentation et en fait de la perte du processus et de la vision à long terme. Suite à cette expérimentation-là et à d'autres qui ont été portées sur le territoire nantais, la métropole a très justement décidé de lancer une réflexion en profondeur, en fait. En se disant, c'est des cas de figure, en fait, c'est des remontées de terrain qu'on voit trop souvent. On a fait des choses, on ne sait pas trop où ça mène, on est en train de perdre quelque chose, peut-être on perd aussi un peu un engagement habitant. Et donc, ils ont lancé là, un programme de recherche-action sur... donc qu'ils ont appelé Place et Placette, mais qui est en fait d'essayer de penser vraiment en amont de l'amont de la vision et de la conduite de projet, comment on intègre ça au sein des services, au sein de la vision politique, etc. Donc, et il se trouve qu'on a été aussi mandaté pour ce projet de recherche-action. Donc on est revenu à Nantes suite à ça, parce qu'aussi on connaissait un peu le système, mais pour repenser en amont. Et en fait, je pense que il y a ce travail qui est nécessaire, en fait, de redéfinir ce que c'est que la fabrique du projet d'espace public en tant que process et pas en tant que coup parti. Et que ça nécessite un travail avec les élus, avec les techniciens, avec les services, mais que ça doit se faire en amont. Et nous, du coup, notre démarche, elle est plus là aujourd'hui, avec eux notamment, de se dire, bon voilà, avant de lancer des projets, définition des objectifs, des cadres, un processus, des enjeux, une évaluation, comment on suscite la demande, comment on inclut vraiment les usages et comment on l'inscrit dans une politique publique, comment on passe de la bascule entre des désirs à une réalisation sans faire que des projets à 3 millions d'euros, comment on comble l'attente sur un projet d'espace public qui est attendu et surtout après comment on travaille, comment en fait le projet d'espace public il ne s'arrête pas à son inauguration en fait. Et en fait, ça oblige à repenser plein de choses, et notamment la posture de l'élu. Voilà, ça va jusqu'à interroger l'acte symbolique de l'inauguration. Qu'est-ce qu'on inaugure, pourquoi on l'inaugure, et travailler avec les élus sur ces questions, ça permet de repenser l'ensemble des process. Et après, sur les histoires de contractualisation, moi, je ne suis pas juriste, hein, on se retrouve dans des cas assez différents. Là, par exemple, à Rouen, c'est un cadre, c'est des accords cadres, donc on est dans le processus, mais voilà, il y a plein de cas de figure qui sont différents. Mais l'idée, là, je prêche un peu contre ma paroisse, mais dans ces projets, c'est aussi de se dire que le prestataire, de toute façon, il n'a pas pour fonction on doit pas être là. On n'est pas des employés de. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On doit. Notre rôle, il est de résoudre un problème, une problématique en particulier, éventuellement d'impulser une action. Mais l'idée, c'est quand même que la collectivité, d'une certaine façon, se structure. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté au début et que j'ai pris le temps de le faire, quitte à sacrifier certains trucs, mais sur ce travail de l'ombre, en fait, qui est vraiment du temps gagné par la suite. Merci. Merci. Peut-être une dernière question de Mélanie qui avait levé la main, et après je vous propose de passer à la suite, en gardant bien les questions pour la fin, bien évidemment. Oui, bonjour. Donc moi, j'avais une question un peu sur la méthode, en fait, précisément parce que on a vu, là, par exemple, sur l'exemple de Nantes, que ça a duré, que tout ça a duré sur une période d'1 an et demi, 2 ans. Et je me demandais, en fait, au fur et à mesure du contexte que vous rencontrez, des conflictualités qui émergent de ce processus, si vous êtes amené à réadapter systématiquement les modes de relation, les modes de discussion, etc. Et du coup, comment ça se passe dans le cadre de la commande qui vous est donnée? Comment ça se passe, cette adaptation-là? Parce que c'est vrai qu'en général, on part souvent sur des méthodes qui sont calées dès le départ, alors qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va rencontrer comme problématique au fur et à mesure de la démarche.
Et du coup, voilà, et du coup, on aimerait pouvoir réajuster sans arrêt. Sauf que, évidemment, ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a le cadre de la commande, parce qu'il y a aussi l'engagement qu'on a pris vis-à-vis des habitants en leur proposant une méthode qui, du coup, dans laquelle ils vont peut-être plus se retrouver. Enfin, voilà, c'est un peu… Ouais, donc, et il faut juste préciser que donc, Mélanie est en charge de la concertation, des actions de concertation chez Euroméditerranée, pour préciser le point de vue duquel tu parles. Et peut-être juste en complément, Marine Bondevin, c'est en lien tout à fait avec la question de Mélanie, c'est justement comment vous avez pu aussi récupérer des éléments des habitants et peut-être même, je pense, des services gestionnaires, etc., pour optimiser votre projet. Donc, vous avez parlé en effet de WhatsApp, etc., de regarder un peu le fonctionnement des usages, mais concrètement, comment vous avez pu valider ou non, ne serait-ce qu'avec des observations, le fait de modifier certains éléments de votre projet. Enfin, voilà, je pense que c'est en lien avec ce que disait aussi Mélanie. Ok. Oui, alors non, c'est vraiment des bonnes questions. Ça interroge d'une certaine façon le cadre de la contractualisation, de la commande, du cahier des charges et puis de la réponse en termes dans le premier champ de la question. On se retrouve souvent dans des situations où en fait on prend quand même un engagement par rapport au cahier des charges sur la façon dont on va intervenir. Donc il y a quand même, au moment où on arrive, on ne sait plus si on est là. Je vous ai présenté des choses qui étaient vraiment portées sur l'animation, la co-construction, etc. Là, on travaille par exemple avec Paris La Défense sur un cadre qui est vraiment un cadre d'observation. Donc on savait qu'on est sur la programmation d'un parc dans un cadre où justement il n'y a pas d'habitants. Et là, l'idée, c'était de pouvoir observer tous les parcs des territoires hérités autour, de la ville en train de se faire autour, pour, par l'observation de ces parcs, se dire comment l'observation de ces parcs peut nourrir, et le contact avec les usagers de ces parcs peut nourrir un champ de programmation dans le parc qui va se construire, dans une idée d'un système de parc, etc. Donc là, quand on est sur des méthodes qui sont on sait à la base qu'on va travailler sur des méthodes d'ancrage, d'observation sur le long terme, etc. On sait qu'on va là-dedans et ça se chiffre et ça se négocie sur des choses assez larges, mais on est sur des méthodes un peu d'observation, des méthodes de sociologie urbaine qui sont cadrées. On sait à peu près répondre. Et après, c'est de la bonne intelligence avec le commanditaire. Bah voilà, on a commencé à faire ça, on a observé ça. Et après, voilà, c'est voir comment ça évolue. Dans le cadre de projets de concertation, enfin de co-construction, de co-conception, l'idée, c'est quand même, on a un cadre général qui est posé, une démarche, une ligne. On sait qu'on va faire des ateliers qui vont nous faire réagir, mais on reste on a un sorte de flou professionnel, en fait, dans la réponse qu'on fait. On présente des exemples, on présente les questions qu'on se pose dans ces exemples, on présente les méthodes qu'on peut mettre en œuvre, et après, où le commanditaire prend d'une certaine façon le risque de se dire que oui, on fait confiance parce qu'il y a des références, parce que de toute façon, chaque projet est un projet qui est unique, et puis on ne va pas présenter une recette, et notamment quand on répond à un appel d'offres, un truc comme ça, on peut aller sur le site, mais on ne peut pas, en une visite de site, connaître vraiment le contexte. Donc on reste quand même sur un champ de généralité qui concerne à la fois la maîtrise de certaines méthodes et un engagement global, et ensuite ça se construit avec le commanditaire. Mais effectivement, en fait, ça marche il y a vraiment une relation avec la maîtrise d'ouvrage, en fait, qui est une relation de bonne intelligence. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester bloqué sur des choses qui sont trop normées, trop détaillées dans le cadre d'une commande là-dessus. Il faut qu'il y ait un peu de flou nécessaire, encore une fois, professionnel, et un peu de mou et un peu de souplesse dans la relation qu'on a. Et puis après, sur l'observation, sur l'évaluation, là, on avait, en fait, ça dépend, dans le cas précis, nous, on retourne avec des cas d'observation assez précis sur les usages, les temporalités, les fonctions, le corps dans l'espace, les appropriations, etc. à différentes temporalités de la journée. On a des grilles d'observation, d'évaluation. Généralement, dans un autre cas de figure, la maîtrise d'ouvrage avait pris aussi des stagiaires en fait, qui font ce travail au quotidien. Donc, c'est l'objet du stage d'observer. C'était aussi à Nantes sur une autre place.
Et là, ce qu'on avait fait, c'était, il y avait un groupe de 10-12 habitants vraiment moteurs. On a fait un atelier avec eux de formation à l'observation des pratiques, des usages, des appropriations. Et ils avaient des carnets d'observation. On a monté un groupe pour la diffusion des photos, etc. Et puis, on a fait après un travail d'évaluation avec eux de leur observation. Mais donc, enfin, ça aussi, c'est des choses. Il y a des indicateurs, ça demande du temps. La question de l'observation, c'est pour ça que j'essaie d'en parler sans trop en parler, mais c'est quelque chose qui repose sur le temps, en fait, qui repose sur l'ancrage, qui repose sur l'immersion. Et c'est pour ça que je l'ai dit, il y a vraiment une question à poser entre ce temps qui doit être pris là-dedans et le cadre contraint en termes de temps et de finances aussi d'un marché. Et effectivement, ça, on pourrait après en reparler plus tard, quoi. Oui, je pense avoir fini. Merci Stéphane. Pour le reste des questions, je vous propose de les garder pour la fin. Je te laisse la main, Renaud. Oui, je pense je sais que c'est toujours un exercice un peu frustrant, mais en même temps, on a vraiment envie que tout le monde puisse terminer à 10h59. Donc, il nous reste 40 minutes. Donc, juste avant que je passe la parole à Franck Héré, j'aimerais, si possible, qu'on puisse se garder un petit temps à la fin sur tout ce qu'on a entendu. Est-ce que, et notamment sur mes camarades côté Euro-Méditerranée, mais aussi les partenaires proches, villes, métropoles, régions. Voilà, s'il y a des choses parmi lesquelles qui ont été évoquées résonnent un petit peu plus, on aimerait les creuser, etc. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on puisse se garder 10 minutes un peu à la fin pour récolter un peu, essayer de prioriser un peu les choses qu'on aimerait faire avancer en priorité. Donc voilà, petite annonce de service passée. Donc, on va changer du coup de posture puisque Franck Héré, donc, qui est responsable du service espace public et citoyenneté à la ville de Grenoble, donc plutôt côté maîtrise d'ouvrage, accepté de venir partager avec nous un certain nombre de choses que la ville de Grenoble passe. Vous avez dû recevoir la plaquette qui vous a été envoyée, que Franck nous a envoyée. Quand on l'a ouvert, on l'a regardé avec Elsa, on a fait ah oui, quand même, pas mal. Voilà, donc en préparant un petit peu cet échange avec Franck, on s'est dit si on passe on passe en revue les 8 dispositifs, voilà, on ne pourra pas rentrer forcément assez dans le détail. Donc voilà, je pense que Franck, l'idée est de donner quelques exemples et de raconter aussi un peu la posture, les dessous de l'aventure. Qu'est-ce que c'est pour un service comme le vôtre de se lancer dans une aventure comme ça. Donc voilà, je vous laisse. Merci par avance et je vous laisse la main sur la présentation. C'est peut-être le plus simple, si ça marche. Voilà, alors il faut. Voilà, vous avez le micro coupé, Franck. Donc, en effet, ça va. Je vais y arriver. C'est bon? Bon. C'est pas encore bon. C'est pas encore bon. Sur mon ordinateur, c'est bon. Vous ne m'entendez pas? Alors, Si on vous entend. Alors, on vous entend, c'est les slides qu'on ne voit pas. Ouais, je vais essayer en même temps, mon ordinateur rame beaucoup. Bon. Sinon, on peut les passer, nous. Si ça ça sera avec un grand plaisir. Allez, on va le faire comme ça. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci aux deux participants précédemment qui ont pu me donner des choses très inspirantes. Moi, je m'appelle Franck Héré, je travaille à la ville de Grenoble et je m'occupe d'un service qui s'appelle Espace public et citoyenneté. C'est un service qui a été créé en janvier 2018. Je ne sais absolument pas ce que vous voyez en ce moment, si c'est ma tête ou la présentation. Alors, on voit la présentation et je pense que c'est Elsa qui la partage, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est Elsa, la chef de slide. Mais voilà. Ok, je suis désolé, Teams rame terriblement chez moi. Ok, super. Donc voilà, je vais essayer de faire vite, juste pour vous montrer un exemple
de ce qui peut se faire au sein d'une collectivité. Si on peut juste passer, je suis désolé, à la slide suivante. Hop. Je ne vois rien du tout, c'est une catastrophe. Alors, c'est la slide sur le rappel, là. Ok, bon. Rapide rappel, je ne sais pas si c'est la bonne. Okay. Alors, de mémoire, je vais le faire, ça ne fait rien. Donc, l'objectif du service, depuis sa création, c'est d'impliquer les habitants dans leur cadre de vie. Et donc, de faire en sorte que la ville ne soit pas juste un lieu de consommation, mais également un lieu, et pas non plus un lieu de mobilité seulement, mais un lieu où les habitants vivent l'espace public. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, pour cela, en fait, le parti pris que nous avons eu, c'est d'inventer des outils, des dispositifs qu'on met à disposition des habitants pour qu'ils s'en emparent et qu'ils donc puissent s'impliquer dans l'espace public. Un petit rappel rapidement sur l'exemple grenoblois. On était une collectivité, alors moi, ça fait 10 ans que je travaille à la ville de Grenoble, 10-11 ans. On était une collectivité très à la pointe de ce qu'on appelle la gestion urbaine et sociale de proximité, la GUSP ou GUP, c'est-à-dire une démarche extrêmement intéressante. Moi, j'étais responsable d'une antenne mairie auparavant, donc on était vraiment dans la relation à l'habitant, avec un angle vraiment d'écoute et d'adapter l'espace public. Voilà. En 2014, une nouvelle majorité est arrivée à la ville, une majorité à la fois de Verts et d'extrême gauche, on va dire, de gauche. Et ensuite, en 2015, on a également un deuxième gros changement, qui est le transfert des compétences de l'espace public vers la métropole, c'est-à-dire que le foncier grenoblois, et d'ailleurs c'est pareil partout en France, le foncier n'appartient plus à la ville, mais à la métropole. À partir de là, les élus ont commencé à s'interroger, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus de mal à répondre aux habitants quand vous n'avez plus le service voirie qui dépend de votre collectivité, mais qui dépend de la métropole. On n'a plus la main sur les budgets, on n'a plus la main sur les priorités. Donc, c'est des choses où on sentait qu'on se mettait en difficulté et la gestion urbaine de proximité fonctionnait un peu moins bien, on va dire. On a eu également un plan de sauvegarde financier, ce qui est non négligeable. Et donc, on a lancé un travail de réorganisation à partir de 2016-2017, de réorganisation de cette gestion urbaine de proximité qui a abouti à scinder les choses en deux parties. Une partie qui est vraiment sur de la proximité, on va dire, donc, dans l'esprit GUP, et une partie avec la création de ce service en 2018 de collaboration avec les habitants pour les impliquer dans l'espace public. Voilà. Donc simplement, ça c'était pour vous montrer que les collectivités, comme vous le savez, bougent très vite et sont en capacité de s'adapter. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire en l'espace de 2 ans pour créer un service adéquat, on va dire. Voilà. On peut passer à la slide d'après. Voilà. Donc ça, c'est le document que vous avez peut-être reçu ou que je pourrais vous renvoyer sans problème. C'est un document que j'ai voulu, qu'on a voulu créer pour nous permettre d'échanger avec des collègues, des partenaires, des collectivités, des élus, pour leur montrer un petit peu ce qu'on a mis en place. Donc, vous verrez que dans cette plaquette, on ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas l'objectif. Il y a des outils et des dispositifs très classiques qui sont connus dans toute la France, comme le budget participatif, comme les jardins partagés, les jardins ouvriers. Donc ça, c'est des choses qui existaient avant le service et qu'on a réintégrées dans notre démarche. Et puis, on a créé des choses, des dispositifs particuliers comme les chantiers ouverts au public, qui sont en fait des chantiers participatifs. Je vais en parler un petit peu plus. Des dispositifs comme travailler la ludicité dans l'espace public, mettre à disposition des habitants des outils pour activer l'espace public. On en parlait tout à l'heure. Donc, pour permettre aux associations d'activer l'espace public, on a rencontré un grand nombre d'associations. On s'est rendu compte qu'il manquait
d'informations parfois administratives, mais également de matériel. Comment occuper l'espace public facilement quand on est une association? On a créé une remorque avec dedans, on a mis machine à barbe à papa, des crêpières, des bouilloires, des transats, etc., qu'on met à disposition des assos quand elles veulent occuper l'espace public, c'est-à-dire activer positivement l'espace public. Voilà. Ça, du coup, vous pourrez le regarder dans la plaquette et je suis à votre disposition si vous avez des questions plus particulières. Sur la slide d'après, je voulais vous présenter comment nous sommes organisés. Donc, le service, c'est une équipe de 15 personnes. Donc, c'est un petit service à l'échelle d'une collectivité comme Grenoble, dans lequel on a des chefs de projet, donc deux chefs de projet dont l'objectif est de développer ces dispositifs, de les imaginer, de les créer. On a ensuite des chargés de projet qui, eux, sont les chevilles ouvrières du service, puisque c'est eux qui, très concrètement, vont développer tous les projets de ces dispositifs. On a également des animateurs jardins qui maintenant travaillent un peu plus largement que dans les jardins partagés, puisqu'on anime 25 jardins et 6 vergers dans toute la ville, donc c'est un énorme travail. Et je précise juste que les jardins partagés, pour nous, ce sont pas que des lieux de jardinage, mais surtout des lieux de vie où on crée du tissu social, et c'est ça qu'on anime. Et donc, on va à la fois travailler sur la technicité, grâce à des partenaires, on va travailler sur l'animation, on fait des ateliers de création d'objets, de nichoirs, d'Oya. Voilà, on va créer des animations aussi autour de la santé, par exemple, dans les jardins. On fait venir des professionnels du yoga, du tai chi, etc. Et puis, on a aussi, on est en train de développer tout un aspect aussi de médiation dans les jardins, puisque les jardins partagés ont souvent une image un peu idéaliste de lieu parfait où les gens se retrouvent pour jardiner. C'est en fait très souvent un lieu de grosses tensions. Donc là, on est en train de développer un outil de médiation avec une association qui bosse là-dessus. Voilà. Et pour finir, on a également au niveau de l'appui technique deux collègues, un menuisier en fait et un agent qui était aux espaces verts auparavant. Donc on travaille en interne un certain nombre de compétences comme la menuiserie, la végétalisation, et puis on fait aussi appel à des prestataires quand on veut aller travailler avec des street artistes, avec des gens qui travaillent la mosaïque, des gens qui travaillent la terre cuite, etc. C'était simplement pour montrer notre organisation et rajouter simplement que mon service se trouve dans une direction très particulière dans laquelle, en fait, on a tout ce qu'on appelle, nous, les maisons des habitants, les maisons de quartier. Ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ça nous permet de travailler en lien avec des collègues qui connaissent très finement le terrain, qui connaissent les collectifs, les associations, et c'est avec eux qu'on va créer en fait, ces projets. Voilà. Je continue. Quelques exemples de projets simplement pour illustrer. Donc, les COP, c'est-à-dire les chantiers ouverts au public, c'est des chantiers participatifs. Hein, on n'a pas inventé l'eau tiède. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait notamment dans les pays anglo-saxons, avec le placemaking, mais également dans les pays en voie de développement. C'est des choses qui existent également en France, mais qui sont souvent portées par des associations ou des collectifs. Et à ma connaissance, pas du tout par les collectivités, puisque vu le nombre de demandes que j'ai sur ce dispositif, je pense que c'est assez rare qu'une collectivité mette en place les chantiers participatifs. On a développé tout le cadre juridique d'assurance pour pouvoir faire cela. Vous voyez quelques exemples où on construit des modules, des terrasses, des pergolas. On travaille la peinture au sol, on travaille le ludique en adaptant des lieux de vie. On travaille l'urbanisme tactique et transitoire également en créant, en ce moment même, on est en train de créer une aire ludique, un terrain d'aventure sur un espace qui est aménagé par une SEM et qui demain sera un immeuble. Voilà, donc c'est simplement quelques images pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec des habitants. Mais on en a fait pratiquement 45 depuis juin 2018, donc c'est quelque chose qui marche très très bien. On est même dans une démarche d'ouverture de ce dispositif à d'autres directions de la ville. Donc on a commencé en janvier
avec la direction des bâtiments qui fait des chantiers participatifs dans les locaux associatifs. La semaine prochaine, on accompagne le service des espaces verts pour un projet de végétalisation d'un talus de l'autoroute. Et on travaille aussi avec la propreté urbaine sur du chantier participatif de détagage, enfin, pour retirer les tags. On est en train de fournir cette méthode avec à nos autres directions pour leur permettre également d'en prendre en charge, parce que juste pour vous donner un exemple, lundi, donc avant-hier, j'avais une réunion avec mes collègues. On a balayé l'ensemble des demandes qui nous sont faites pour le printemps. On a plus d'une trentaine de demandes, sachant qu'on est capable d'en sortir une dizaine par semestre. Et on est largement abreuvé en demandes et on a du mal à suivre ça. Voilà, donc ça, c'était les chantiers ouverts au public. Dans le support, je vous laisserai bien entendu cliquer si vous le voulez sur les liens. Vous pourrez regarder 2 vidéos qu'on a fait sur notre projet Ludic Street. La première, elle est intéressante parce que elle montre le début de notre démarche, c'est-à-dire voir si le ludique marche auprès du public. Et pour ça, on a dessiné une énorme marelle à la craie dans la rue. On a placé des caméras cachées, vous le verrez. Et puis, on a observé si les gens utilisaient cette marelle. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a vu que comme dans les pays anglo-saxons, ça fonctionne, chose qui existe au Canada, aux États-Unis. On a 10% des gens qui passent, qui ont joué avec la marelle, alors qu'il n'y a pas de consigne, il n'y a rien du tout, hein, c'est juste une énorme marelle dessinée dans le sol. Donc ça veut dire que les gens s'emparent du ludique, bien entendu, et qu'on l'a transformée ensuite, ce sera la deuxième vidéo que vous verrez, cette marelle, on l'a transformée avec un street artiste dans une marelle qui fait de la signalétique. Voilà, il y avait un objectif derrière ça. Et donc nous, l'outil Ludic Street, on s'en sert très régulièrement avec un objectif. Par exemple, pour travailler avec la propreté urbaine, pour travailler la signalétique d'un équipement, pour travailler le chemin qui mène à l'école sur lequel les enfants ont fait remonter une sorte un peu un mal-être. Voilà, ça c'est Ludic Street. Et je crois que j'ai une dernière diapo. Je fais ça de mémoire, donc je ne sais plus. Voilà. Usage alternatif, c'est des projets où en fait on travaille avec les habitants sur des usages de l'espace public qui ne sont pas autorisés par la collectivité en l'état. Et pour autant, si on réfléchit, qui sont bien entendu nécessaires, par exemple, il est interdit dans les parcs et jardins de la ville de faire des barbecues. Or, bien entendu, tout le monde a envie de pique-niquer quand il fait beau. Donc, on a installé des planchas électriques dans l'espace public qui marchent très bien, trop bien même parfois, parce que du coup, on a été un petit peu léger sur les sites où on les a implantés, qui sont parfois trop près des habitations. Et on crée en fait des nouvelles zones de vie où les gens sont ravis de pouvoir venir pique-niquer sur ces planchas qui sont bien entendu gratuites. Et sur la photo de gauche, vous voyez, on a installé la photo n'est pas très claire, mais un lavoir à tapis, puisqu'on a certains quartiers prioritaires de la ville où il y a beaucoup de lavage de tapis sauvages. Ça crée d'énormes tensions entre ceux qui veulent occuper les bancs, mais il y a des tapis qui sont installés dessus, ceux qui considèrent que ce n'est pas à la ville de payer, que c'est du gâchis d'eau d'ouvrir des bancs de fontaine, etc. Donc on a fait des tests, on a fait des journées d'animation, on a compris les besoins et on a créé une zone officielle de lavage de tapis qui fonctionne très bien. Ça fait 1 an qu'elle est en fonctionnement. Voilà, donc on essaie de trouver des alternatives avec les habitants pour créer des zones positives sur l'espace public. Je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai fait le tour du diaporama. Tout à fait. Et bien voilà. Et en fait, simplement pour vous dire, alors moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une collectivité est capable de changer très rapidement, finalement, avec un pas de temps assez rapide, on va dire en 2-3 ans, on est capable de proposer des choses qui n'existaient absolument pas à la ville de Grenoble. Des choses qui fonctionnent très bien, vraiment très bien. On a de la chance, nous, d'être sur des projets positifs, c'est-à-dire des projets qui, ça vient de la part des habitants, la plupart des projets qui nous remontent. On a quelques projets descendants quand c'est des élus qui le souhaitent, mais la plupart des projets, c'est des projets ascendants qui viennent des habitants. Et donc, forcément, on est sur une démarche assez volontariste et positive de l'espace public. Et juste pour finir, un point qui me paraît ultra important, c'est que moi, je travaillais donc dans la gestion urbaine de proximité, c'est-à-dire que j'écoutais, en faisant très caricatural, j'écoutais des habitants qui se plaignaient et j'essayais de trouver des réponses. Et donc, je me disais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en ville. Et en fait, je me rends compte qu'il y a
beaucoup plus de gens qui veulent apporter leur énergie et sont positifs. Voilà, donc c'est sûr qu'on entend plus souvent les râleurs que ceux qui veulent, sont OK pour faire des choses, mais quand on leur donne les outils, les dispositifs, ça fonctionne très bien. Voilà, les chantiers ouverts au public, c'est plus de 400 personnes différentes par an qu'on accueille. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de demandes et du coup, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour participer à la ville. Voilà, 10h41, je me tais. Merci beaucoup à la fois parce que c'est passionnant et à la fois pour avoir respecté le temps. Moi, j'ai deux micro-questions. Je profite abusivement de ma position d'animateur pour prendre le micro en premier. Par exemple, sur les chantiers participatifs, vous dites, ouais, on a développé des outils juridiques voilà, un petit peu clés en main. Ça, c'est des choses qui pourraient être partagées avec d'autres acteurs publics et d'autres collectivités ou un peu dans la logique open source? Ouais, ok, d'accord. Ok. Je pourrais vous envoyer la convention. En fait, on a une convention de collaborateurs bénévoles qu'on fait signer à chaque participant qui fait qu'ils sont couverts par l'assurance de la ville quand ils participent. Alors, je touche de la peau de singe, on n'a jamais eu un seul accident en plus de 3 ans de chantier, mais s'il arrivait quelque chose, il n'empêche que c'est la ville. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que ça rassure les habitants. Ok. Merci. Ma deuxième étant, alors je pense notamment à mes camarades d'Euroméditerranée, où il y a toujours cette question entre un aménageur et puis un gestionnaire. Voilà. Dans la liste des outils là, que vous avez montré, est-ce qu'il y en a qui pourraient être portés par un aménageur voilà, un peu directement ou au fond, c'est plutôt l'apanage d'une ville, d'une métropole, parce que c'est quand même eux qui, dans la durée, sont en charge de gérer les espaces publics, ou est-ce que l'aménageur public local à Grenoble, que je ne connais pas, il peut jouer avec ce type d'outils? Alors, ils peuvent en effet, du moment qu'ils sont sur du foncier qui leur appartient. C'est beaucoup plus simple forcément. Nous, on travaille en ce moment avec une SEM, donc la SEM Sagesse, qui est en train de requalifier tout un quartier de Grenoble, et qui nous a sollicité, nous, parce qu'on a les outils, bien entendu, mais je veux dire, n'importe quel SEM peut solliciter d'autres collectifs qui font ce genre de chantier participatif. Et du moment où vous êtes propriétaire de votre foncier, que vous êtes clair avec les habitants sur la démarche, la temporalité, voilà, combien de temps on fait ça, c'est transitoire, c'est temporaire, on va évaluer, etc. C'est tout à fait faisable. Bien entendu, il est très recommandé de valider ça et de travailler ça avec les services gestionnaires de la ville, parce que quand vous créez une aire de jeu, vous allez mettre des poubelles forcément. Qui va venir collecter les poubelles? C'est le service de la propreté urbaine. Voilà, donc Ok. le partenariat est forcément toujours beaucoup plus il y a facile. forcément un partenariat. Oui, bon, parce que voilà. Ok, merci beaucoup. Question. Oui, Anaïs. Comment est-ce que vous avez, sur les chantiers ouverts au public, comment vous avez travaillé l'adhésion et l'adhésion des agents pour accueillir ces nouveaux participants qui ne sont pas usuels dans leur travail? Est-ce qu'il y a eu des phases de formation ou alors ça s'est fait sur le terrain et vous êtes parti de petits chantiers et au fur et à mesure, les gens, là, vous décrivez qu'il y a des demandes d'autres directions que celles avec lesquelles vous aviez commencé. Mais comment ça a commencé dans les premières directions? Comment les agents se sont appropriés cette démarche? Très bonne question, parce qu'en effet, le service il a été créé suite à une réorganisation. C'est-à-dire que les agents, on ne leur a pas demandé leur avis. On leur a dit, voilà, c'était ton job, maintenant tu rejoins ce service qui va faire tel travail. Donc forcément, c'est quelque chose de très… il faut y aller pas à pas. Donc, il y a eu beaucoup de temps de formation. Et moi, je crois beaucoup à l'exemple. C'est-à-dire qu'on montre ce qui fonctionne et on peut convaincre les gens. C'est la même démarche qu'on a faite avec l'ensemble des services de la ville, c'est-à-dire qu'on a décidé, nous, de faire ces chantiers participatifs seuls au départ, et on a intégré toutes les compétences en interne avant d'aller présenter ça aux autres directions. Et là où je vois que ça fonctionne, c'est que les autres directions viennent maintenant me chercher, la direction des bâtiments, le sport, la propreté urbaine, les espaces verts. Ils ont la commande des élus,
bien entendu, hein, qui poussent fortement parce qu'ils voient que ça fonctionne. Mais ils voient que ça fonctionne puisque concrètement, on a sorti plus de 40 projets comme ça. Et pour ce qui est des agents dans mon service, bien entendu, ça a pris du temps. Il a fallu convaincre, il a fallu montrer que ça pouvait fonctionner. Ce qui se fait beaucoup, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est j'ai pas mal de collectivités qui viennent visiter Grenoble et qui me demandent de venir avec des agents de leur collectivité. Et comme ça, on leur montre de façon concrète ce qu'on a fait. Enfin, il faut prouver par l'exemple que ça fonctionne. Voilà. Et puis après, il faut convaincre. Ouais. C'est un autre métier, hein, c'est sûr, qu'on leur demande, de pilotage de projet, quoi. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des compléments, des questions, des détails à demander sur un ou plusieurs des dispositifs? Moi, j'en avais un, mais je ne suis pas sûr que c'est vous directement qui le gérez sur le fonds de participation habitant, parce que je crois que c'est une des questions qu'on se pose. Je vois qu'elle n'est pas dans la plaquette, mais vous avez un dispositif quand même comme ça à Grenoble, c'est-à-dire on finance, on va un cran plus loin, on peut financer des initiatives voilà, proposées par les habitants. Voilà, c'est pas juste on vous donne des outils pour faire des choses, c'est vraiment on peut financer des initiatives. Vous avez ce genre de choses? Oui, bien sûr, il y a un SPH à la ville de Grenoble, donc il n'est pas géré dans mon service. Mais il n'empêche que nous, on est en lien régulièrement avec parce qu'on a des habitants qui vont financer leurs projets participatifs via les SPH. C'est là où on voit que ça fonctionne bien, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement motivés qu'ils vont même chercher les sous pour proposer des chantiers participatifs. Ok. Et c'est une logique un peu d'appel à projet, d'appel à initiative. Je ne sais pas, il y a 2 ou 3 sessions dans l'année, par exemple, ou je ne sais pas. En gros, c'est un fonctionnement de ce type-là. C'est ça. C'est en train d'évoluer un petit peu à Grenoble. Ça va fonctionner comme à peu près tous les dispositifs, c'est-à-dire en appel à projet annuel. Et ensuite, les gens passent pour le FPH devant un comité. Ils présentent leur projet et si tout va bien, ils sont financés. Alors, ça monte à hauteur de 50% de leur demande. Ok, merci. Je vois qu'il y a une petite question sur la démarche GUP. Parce que Oui, tout à fait. Juste pour préciser, parce qu'en effet, la GUP à l'échelle nationale, c'est quelque chose qui se développe en politique de la ville. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à Grenoble, on avait poussé ça très loin, parce que la GUP, c'était sur l'ensemble de la ville. En fait. Il n'y avait pas de différence entre le quartier populaire et les autres. Donc, on avait une GUP globale à l'ensemble de la ville. C'est un outil très, très, très lourd, mais qui fonctionnait pas mal. Oui, si on a un peu de temps, Renaud, j'ai encore une question, mais sinon, écoute, vas-y. C'est le moment. Pour développer l'ensemble des 40 chantiers là, que vous avez identifiés, il y a eu un travail de diagnostic du territoire pour voir où est-ce qu'il pourrait y avoir des petites interventions qui permettraient, soit par les actions ludiques, soit les jardins partagés, par tous les outils que vous avez qui ont été développés. Il y a eu une grosse concertation amont ou ça s'est fait au fur et à mesure dans le temps? Non, ça se fait au fur et à mesure dans le temps. C'est-à-dire que c'est les habitants. On a commencé par quelques collectifs qu'on connaissait qui avaient des demandes, et puis on a montré que ça fonctionnait. Donc on a d'autres habitants qui maintenant voient ça et disent moi j'aimerais bien. Voilà. Et nous maintenant on fonctionne pareil par priorisation. Je pourrais vous envoyer ça aussi. On a développé une sorte de grille comme un critère d'appel d'offres, si vous voulez, avec 5 critères qui nous permettent de prioriser les projets en fonction de la mobilisation, de l'innovation sur l'espace public, de l'équité territoriale. Voilà, donc on a quelques critères, on note les projets et on les priorise ainsi.